À quel moment ton ami Golden Retriever a-t-il finalement craqué? Mon amie Macy avait 13 ans quand elle a commencé à tout sacrifier pour sauver ses petites sœurs. Zada souffrait d'aplasie médulaire. Il lui fallait du sang, de la moelle osseuse, parfois même des organes. À 16 ans, Macy avait déjà donné plus de 250 litres de sang, subi 6 ponctions dans les os pour prélever de la moelle, offert un rein et 60% de son foie à Zada. À 18 ans, elle ne pesait plus que 39 kilos, avalait 23 comprimés par jour pour que ses organes tiennent le coup. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais devenir mère, que son système immunitaire était ruiné, que le moindre choc lui cassait un os. Mais Zada, elle, était en pleine forme, menait la vie d'ado que Macy avait laissée derrière elle. 2 ans plus tard, Macy a appris qu'elle avait un lymphome. Les médecins pensèrent que c'était sans doute à cause de tout ce qu'elle avait enduré. Pourtant, Macy n'a pas pleuré, pas un mot plus haut que l'autre. Elle n'a demandé qu'une seule chose. À l'hôpital, les patients en rémission font sonner une cloche en laiton dans le hall. 3 coups pour dire qu'on a survécu. Macy avait vu des dizaines de familles applaudir, pleurer de joie à ce moment-là. Elle rêvait que, pour une fois, ce soit elle qu'on vienne féliciter. Alors elle a envoyé un message à toute la famille. Le 15 juin, on me laisse sonner la cloche de la rémission. Ce serait vraiment important pour moi si vous pouviez venir. Zada a répondu tout de suite, plein de cœur. Tout le monde a promis d'être présent. Le matin du 15, Macy s'est maquillée, a coiffé les quelques mèches qui lui restaient. Pendant son dernier traitement, les infirmières lui demandèrent sans cesse comment elle se sentait. « Incroyable! Ma famille vient! Ils vont tous me voir sonner la cloche !» répétait-elle, le sourire aux lèvres. À 14h45, elle était assise dans le hall, en robe jaune, les mains tremblantes d'excitation, les yeux rivés sur l'entrée. Mais à 15h, toujours personne. La coordinatrice de la cloche lui a demandé si elle était prête. « Encore une minute », a soufflé Macy. « Ils doivent juste se garer. » À 15h05, Macy a envoyé un message au groupe. « Coucou, je suis à la cloche. Je vous attends. » Zada a lu le message mais n'a pas répondu. Macy a tenté d'appeler sans succès, sa sœur puis sa mère. Son père, lui, a décroché. « Coucou ma chérie, quoi de neuf ?» On entendait Zada rire derrière. « Papa, je suis à l'hôpital. C'est la cérémonie de la cloche. » Silence. « Oh mince, ma puce, c'est aujourd'hui. On a organisé une fête pour l'admission de Zada à la fac. Elle a décroché une bourse complète pour Berkeley. » Les jambes de Macy l'ont lâchée. Elle s'est laissée tomber sur le banc. La fête de Zada? Sa voix n'était qu'un souffle. Oui, c'était une surprise. Elle voulait fêter son entrée en médecine. Tu sais, marcher sur tes traces, aider les autres comme tu l'as fait. Et Zada a crié dans le combiné. « C'est Macy? Dis-lui qu'on fêtera ça avec elle plus tard. »« Papa, » a murmuré Macy. « Je termine mon traitement contre le cancer. La cloche. J'ai envoyé un message à tout le monde. Vous aviez tous promis de venir. Ma chérie, tu sais bien que je suis nulle avec les textos. Écoute, fais sonner la cloche et demande à quelqu'un de filmer. On regardera après. » Puis il a raccroché. Le hall était plein. Des familles applaudissaient d'autres patients. Tous les regards se sont posés sur cette fille seule, en robe jaune. Macy s'est levée, s'est avancée vers la cloche. Elle aurait dû la frapper 3 fois, mais n'a eu la force que pour un seul coup. Quelques applaudissements timides, et soudain les larmes ont coulé. Pamela, l'infirmière en chef, l'a prise dans ses bras. « J'ai tout donné. Je lui ai donné mon corps, » sanglotait Macy. « Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Je lui ai tout donné, et elle n'a même pas trouvé 10 minutes pour moi. » Le dimanche suivant, c'était le dîner familial habituel. Macy a failli ne pas venir, mais l'habitude a été plus forte. Elle est entrée, tout le monde parlait encore de l'admission de Zada à Berkeley. Personne n'a mentionné la cloche. Personne n'a demandé comment s'était passé son dernier traitement. Pas même un mot de félicitations. Au milieu du repas, sa mère a lâché, l'air de rien. « Oh, Macy, tu as fait ton petit truc avec la cloche ?» Macy a reposé sa fourchette. « Mon petit truc avec la cloche ? Oui, à l'hôpital. Papa a dit que tu avais appelé pendant la fête de Zada à propos de la cloche. Tu parles de la cloche qui veut dire que j'ai battu le cancer? Celle que vous ne m'avez pas vue sonner ?» a crié Macy. Zada a rigolé. « Oh là là, Macy, tu fais toujours tout un drame. Ce n'est qu'une cloche. Ce n'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit. Tu as quand même survécu au cancer. » Silence autour de la table. Ses parents avaient déjà la tête dans l'assiette. Zada pianotait sur son téléphone, comme si Macy n'existait pas. « Tu sais quoi ?» a lancé Macy, la voix glaciale. « Tu as raison, Zada. Ce n'est qu'une cloche. Comme ton admission à Berkeley, ce n'est qu'une lettre. Un bout de papier. Rien de plus. Ça ne change rien, pas vrai ?» Zada a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, pourquoi il faut toujours que tu ramènes tout à toi? On a compris. Tu as fait des dons. Tu as eu le cancer. Mais nous aussi, on a une vie. » Macy s'est levée, furieuse. « J'ai fait des dons? J'ai fait des dons? Et si je faisais don de ta lettre d'admission à la cheminée ?» Elle a foncé vers la lettre encadrée. Son père s'est levé d'un bond, la chaise raclant le sol, et m'a attrapée par le poignet avant que j'atteigne le cadre. Ma mère criait déjà que je gâchais tout, que j'étais égoïste comme toujours. La lettre brillait derrière la vitre, pendant que la poigne de mon père me serrait le poignet, douloureux sous ses doigts. Zada, elle, n'a même pas levé les yeux de son téléphone,
continuant à faire défiler Instagram, comme si de rien n'était. J'ai tiré d'un coup, il a lâché, mais il est resté planté devant la cheminée, les mains levées comme pour me repousser. Ma voix s'est brisée, j'ai commencé à énumérer tout ce que j'avais sacrifié pour elle, les larmes dévalant mes joues, les prises de sang toutes les 2 semaines, qui me laissaient faible et sonner pendant des jours, les ponctions de moelle où on me transperçait le bassin pendant que je mordais dans une serviette. L'opération du rein à 14 ans m'a cloué au lit 6 semaines et m'a fait rater toute l'année, puis il y a eu le don de foie qui a bien failli m'emporter quand j'ai attrapé cette infection et passé 3 mois à l'hôpital. Avec un système immunitaire en miettes, plus question de sortie, de matchs de foot ou même de traîner au centre commercial. Chaque matin, j'avale mes 23 comprimés juste pour que mes organes tiennent bon. Et puis ce constat, je n'aurai jamais d'enfant. Mon corps a trop encaissé avec tous ces dons. Zada a fini par lever les yeux au ciel, comme si j'en faisais des tonnes. Maman, elle, criait sans s'arrêter que j'étais une ingrate. Et papa secouait la tête, persuadé que tout était de ma faute. J'ai bousculé papa pour filer vers la porte d'entrée. Maman à mes trousses, hurlant sur la famille et la loyauté. La porte a claqué derrière moi, j'ai couru jusqu'à ma voiture garée devant la maison. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber les clés 2 fois avant de réussir à ouvrir la portière et à m'effondrer sur le siège conducteur. Je suis restée là, 1 heure, secouée de sanglots, les larmes qui trempaient mon t-shirt, la morve sur mon visage. Mon téléphone a vibré, c'était Pamela. Elle voulait savoir comment s'était passé ce fameux dîner de famille. Elle savait bien qu'on était dimanche. J'ai répondu que cette fois, j'avais enfin pris ma défense et j'ai envoyé le message avant de changer d'avis. Aussitôt son appel, sa voix douce, inquiète, pendant que je pleurais au lieu de répondre. « Viens chez moi tout de suite et ne rentre pas, quoi qu'il arrive », m'a-t-elle dit. J'ai démarré. J'ai roulé les 15 minutes jusqu'à sa petite maison près de l'hôpital en restant au téléphone avec elle. Elle m'attendait sur le perron et s'est précipitée vers moi avant même que je coupe le moteur. Elle m'a prise dans ses bras alors que je craquais encore plus, puis m'a aidée à entrer dans son salon. Elle m'a préparé une camomille pendant que je me calais sur le canapé, enveloppée dans une couverture qui sentait bon la lavande. Entre 2 sanglots, je lui ai tout déballé. Comment ils avaient oublié ma cérémonie de la cloche pour organiser la fête de Zada. Comment ils n'avaient même pas été capables de me consacrer 10 minutes, alors que j'avais tout donné pour que Zada reste en vie et en pleine forme. Pamela s'est installée à côté de moi et m'a frotté le dos pendant que je pleurais ce sentiment d'être transparente dans ma propre famille. Elle n'a pas cherché à me donner tort, ni à excuser mes parents comme tout le monde le faisait. Elle s'est contentée d'écouter, de me tendre des mouchoirs et de s'assurer que je buvais ma tisane. Quand j'ai fini par me calmer, vers minuit, elle a préparé le canapé avec des draps et des oreillers. Je me suis endormie tout habillée, et c'est le soleil qui m'a réveillée, traversant la fenêtre du salon. Sur mon téléphone, 17 appels manqués de maman et une avalanche de messages qui me traitaient d'égoïste, de dramatique, d'ingrate. Ceux de papa étaient différents. Il me demandait de rentrer pour qu'on puisse parler calmement. J'ai tout supprimé sans répondre, puis je suis allée retrouver Pamela qui préparait des œufs brouillés et des tartines pour le petit déjeuner. Elle a vu mon visage et m'a dit « Tu n'es pas obligée de rentrer si tu n'en as pas envie ». On a pris le petit déjeuner en silence, puis elle m'a rappelé que j'avais mon rendez-vous de suivi à l'hôpital l'après-midi. Avec tout ce qui s'était passé, j'avais complètement oublié. Mais Pamela a insisté pour m'y accompagner, histoire d'être sûre que j'y aille. À 14h, on est arrivés à l'hôpital et, dès qu'il m'a vu, mon oncologue a compris que quelque chose n'allait pas. Je pesais 38,5 kilos, un de moins que la semaine d'avant, les yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. Pendant que je fixais le sol en triturant mes ongles, c'est Pamela qui a expliqué pour la cérémonie. Le médecin s'est assis, m'a regardé avec une vraie inquiétude, pas juste un regard de routine, et m'a dit que le stress n'aidait pas ma récupération. Il m'a demandé si j'avais quelqu'un à qui parler. Pamela a mentionné un contact, et le médecin a noté un nom sur une ordonnance avant de me l'attendre. Jonas Hodges, spécialisé dans les traumatismes familiaux et le stress post-traumatique médical, avait un créneau le jour même à 16h. Pamela a tenu à m'accompagner, même si je faisais mine d'insister pour y aller seule, juste pour s'assurer que je franchirais bien la porte. Son cabinet était dans un petit immeuble près de la maison de quartier, rempli de plantes et baigné d'une musique apaisante. Jonas était plus jeune que je l'aurais cru, regard bienveillant, et il m'a écouté dérouler toute mon histoire sans jamais m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il m'a demandé ce que moi, j'attendais de ma famille. Je l'ai regardé, un peu perdu. Je n'y avais jamais réfléchi. Tout avait toujours tourné autour de ce qu'eux attendirent de moi. Après la séance, Pamela m'a ramenée chez elle et on a trouvé Zada assise sur les marches, l'air excédé. « Papa et maman m'ont envoyé te chercher. J'ai dû annuler mes plans avec mes potes à cause de toi », a-t-elle balancé. Je lui ai dit que je ne rentrerais pas tant que rien n'aurait changé. Elle s'est levée, bras croisés, furieuse. « Tu fais tout un cinéma pour une cloche débile et tu ramènes tout à toi comme toujours », a-t-elle lâché. Quand je lui ai rappelé le rein, le foie, la moelle osseuse, elle a juste haussé les épaules. « C'était ton choix. Personne ne t'a forcé. Tu ne peux pas nous en vouloir de vouloir vivre normalement. » Pamela, dans l'embrasure de la porte, serrait la mâchoire en entendant Zada. Zada a attrapé ses clés, secoué la tête comme si j'étais pathétique. « Comme tu veux, Macy.
Quand tu en auras marre de t'apitoyer, tu te souviendras qu'on est ta famille. » Elle a dévalé les marches et claqué la portière si fort que la voiture en a vibré. Pamela a posé la main sur mon épaule alors qu'on regardait Zada partir en trombe. Elle ne comprend vraiment rien, ai-je murmuré d'une voix cassée. Pamela m'a ramenée à l'intérieur, m'a préparé un autre thé pendant que je restais assise à la table, totalement ailleurs. Elle n'avait que 5 ans quand tout a commencé, a soufflé Pamela. Pour elle, c'est normal que tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. J'ai hoché la tête, mais ça ne rendait pas la douleur moins intense. 3 jours se sont écoulés pendant lesquels j'ai dormi sur le canapé de Pamela, rendant de petits services à la maison histoire de me sentir utile. Le 3e matin, j'ai entendu une voiture dans l'allée et j'ai reconnu le pick-up de papa. Il est descendu seul et s'est approché de la porte, le visage marqué par la fatigue et les années. Pamela a ouvert et je l'ai entendu lui répondre quand il a demandé si j'étais là et s'il pouvait me parler. Je me suis approchée et aussitôt il s'est excusé, reconnaissant qu'il avait tout gâché et m'a proposé d'aller déjeuner pour essayer d'arranger les choses. Pamela m'a lancé un regard signifiant que je n'étais pas obligée d'accepter, mais j'ai quand même attrapé ma veste. Papa nous a emmenés dans le petit restaurant où nous allions quand j'étais enfant, avant que tout ne bascule. On s'est installé sur une banquette près de la fenêtre, il a commandé un café, moi juste un verre d'eau parce que rien d'autre ne passait. « Mais si, tu sais qu'on t'aime », a-t-il commencé. On s'est tout simplement laissé entraîner par l'enthousiasme de Zada pour Berkeley. J'ai alors sorti mon téléphone et fait défiler notre conversation de groupe familial vieille de 2 semaines. « Regarde papa », lui ai-je dit en lui montrant l'écran. Tous les messages parlèrent de ma cérémonie de la cloche. Tout le monde promettait d'être là, maman envoyait des cœurs, papa jurait qu'il ne raterait ça pour rien au monde. Il a longuement fixé l'écran avant de me rendre le téléphone. « Tu comptes rentrer quand ?» a-t-il lâché, changeant de sujet. « J'ai besoin de temps, papa. J'ai besoin de savoir qui je suis sans être celle qui donne tout pour la famille. » Il a réglé mon verre d'eau resté intact et m'a ramené chez Pamela sans dire un mot. Cet après-midi-là, Pamela m'a aidé à éplucher les annonces d'appartements et on a fini par trouver un petit studio pas loin de l'hôpital qui acceptait les aides au handicap. Le lendemain, on a visité et même si c'était minuscule, la peinture s'écaillait et les appareils étaient dépassés. Une grande fenêtre baignait la pièce de lumière le matin. J'ai signé le bail tout de suite, en versant la caution grâce à mon allocation. Pamela a posé un jour pour m'aider à déménager pendant que ma famille était absente. On a empaqueté mes quelques vêtements et le matériel médical nécessaire en quelques cartons. Tout a été plié en 2 allers-retours. Je n'avais pas grand-chose. La majeure partie de ma vie s'étant déroulée à l'hôpital ou à la maison à récupérer. Pamela m'a aidé à installer le lit chiné en brocante et à remplir la minuscule cuisine de plats faciles à digérer. Ce soir-là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Maman était rentrée et avait découvert ma chambre vide. Elle paniquait complètement. Ses messages vocaux devenaient de plus en plus virulents, m'accusant d'égoïsme, disant que je détruisais la famille. À un moment, elle a même menacé d'appeler la police pour signaler ma disparition. Mais j'ai entendu papa en arrière-fond lui rappeler que j'avais 20 ans et que j'étais libre de vivre où bon me semblait. J'ai éteint mon téléphone et me suis assise sur mon nouveau lit, dans mon appartement vide, partagé entre un sentiment de liberté et de terreur. La semaine suivante, Jonas m'a aidé à écrire une lettre à ma famille lors de notre séance. On a passé toute l'heure à peser les mots, à expliquer mes limites et à dire clairement ce dont j'avais besoin pour avancer avec eux. L'essentiel, c'était la thérapie familiale s'ils voulaient garder un lien avec moi. Jonas s'est chargé de l'envoyer parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas la déchirer au dernier moment. Quelques jours plus tard, j'ai vu une affiche au centre communautaire pour un groupe de soutien aux survivants du cancer animé par une certaine Freya Mansfield. Je suis allée à la réunion suivante, je me suis installée au fond et j'ai écouté les autres raconter leur histoire. Lorsque Freya a demandé si un nouveau voulait se présenter, j'ai levé la main et parlé de ma cérémonie de la cloche. Plusieurs ont hoché la tête comme s'ils comprenaient. Une femme s'est même mise à pleurer. Après la réunion, Freya est venue me saluer, heureuse que je sois venue et espérant me revoir. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que certains comprenaient vraiment ce que j'avais vécu. J'ai commencé à participer chaque semaine et, peu à peu, je me suis ouverte davantage. 2 semaines après avoir emménagé seule, je me suis réveillée sur le carrelage de la salle de bain, sans comprendre comment j'étais arrivée là. Mon téléphone sonnait quelque part, hors de ma portée. J'avais mal de partout, la vue floue. J'ai réussi à ramper jusqu'à l'endroit où il était tombé derrière les toilettes, mais mes mains tremblaient trop pour le déverrouiller. Il a sonné, encore et encore, puis plus rien. Juste après, j'ai entendu frapper et la voix de Pamela. Elle a utilisé le double des clés que je lui avais confiées et m'a trouvée recroquevillée au sol, à peine consciente. Elle a appelé les secours et m'a tenu la main jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. À l'hôpital, on m'a mis une perfusion et le médecin des urgences, un jeune homme nommé Dorian Blake, a pris le temps d'écouter Pamela lui raconter tout mon parcours médical. Il a prescrit une batterie d'examens et m'a gardé en observation, expliquant que mon organisme lâchait à cause de la dénutrition et de la déshydratation. Il m'a mise en contact avec une nutritionniste spécialisée dans les troubles digestifs liés aux multiples greffes. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de voix dans ma chambre. J'ai vu Freya et 3 membres du groupe de soutien, les bras chargés de cartes de rétablissement et de fleurs. Ils avaient appris mon hospitalisation et étaient venus prendre de mes nouvelles alors qu'on se connaissait à peine. Une femme avait préparé une soupe maison qui l'avait aidé pendant sa chimio. Un autre avait apporté une pile de livres qu'il pensait me plairait.
Ils sont restés 1 heure à discuter, à me faire rire, et je n'arrêtais pas de penser que ces quasi-inconnus faisaient plus pour moi que ma propre famille depuis des années. Vers midi, j'ai entendu la voix de maman dans le couloir, en pleine dispute avec quelqu'un, puis elle a débarqué dans la chambre, papa sur les talons, exigeant des explications sur le fait que je ne les avais pas appelés. J'ai appuyé sur la sonnette pour prévenir l'infirmière, et je leur ai demandé de partir, parce que j'avais besoin de paix et de repos, comme l'avait réclamé le médecin. Maman s'est mise à hurler qu'elle était ma mère et qu'elle avait des droits, mais Dorian est arrivé pour leur expliquer que les visites étaient réservées à ceux qui soutenaient vraiment le patient, et que l'équipe médicale s'inquiétait de l'impact du stress sur ma guérison. Comme ils refusaient de quitter les lieux, la sécurité a fini par les accompagner dehors, pendant que maman continuait de crier que j'étais une fille indigne. Le soir même, en consultant mon téléphone, j'ai découvert que Zada avait posté sur Instagram que j'exagérais tout et que je refusais de laisser la famille me voir à l'hôpital alors qu'ils étaient morts d'inquiétude. La plupart des commentaires provenaient de ses copines qui prenaient son parti, jusqu'à ce qu'une ancienne de notre lycée intervienne en demandant si c'était bien la même sœur qui avait donné un rein et une partie de son foie. D'autres se sont souvenus que j'avais été malade tout le lycée à cause de ses dons, et soudain, la publication de Zada s'est retrouvée envahie de critiques sur son égoïsme. Elle a vite supprimé son message, mais les captures d'écran circulaient déjà partout. Pamela m'en a d'ailleurs montré une sur laquelle quelqu'un racontait dans un long paragraphe le jour où il m'avait vu m'évanouir en cours de chimie, juste après un don de moelle osseuse. 3 jours plus tard, Dorian a signé mes papiers de sortie avec un dossier d'instruction épais comme un dictionnaire, comprenant un régime draconien et des rendez-vous pour 2 contrôles médicaux par semaine. Pamela avait pris quelques jours de congé pour me ramener chez moi et m'aider à m'installer avec tous ces nouveaux médicaments et aliments spéciaux indispensables pour mon système digestif abîmé. Elle s'était restée toute la première journée pour veiller à ce que je mange toutes les 2 heures, comme la nutritionniste l'avait demandé, et pour m'aider à organiser la prise de mes médicaments à des horaires précis. La semaine suivante, lors de ma séance, Jonas m'a conseillé de commencer à écrire dans un journal à quoi pourrait ressembler ma vie sans le poids des attentes familiales. J'ai passé des heures ce soir-là à remplir des pages entières de rêves que j'avais complètement mis de côté. Voyager dans des endroits que je n'avais vus qu'à la télé de l'hôpital, peut-être suivre des cours en ligne puisque je n'avais jamais pu finir le lycée à cause de tous mes soucis de santé, et avoir des amis qui me verraient comme une personne à part entière, pas juste une réserve d'organes pour Zada. J'ai noté que j'aimerais apprendre la guitare, aller à des concerts, ou encore manger au restaurant sans me demander si, un jour, Zada aurait besoin d'un autre organe. 2 jours plus tard, papa m'a envoyé un mail intitulé « On doit régler ça », expliquant qu'ils étaient prêts à envisager une thérapie familiale, mais à condition que je rentre d'abord à la maison, histoire de prouver que j'étais sérieuse dans ma démarche. Je lui ai répondu que la thérapie passait avant tout, parce que retourner vivre chez eux n'était pas envisageable pour ma santé mentale en ce moment, et que Jonas avait déjà insisté sur la nécessité de stabilité pendant ma convalescence. Papa a répondu que j'étais bornée et que maman pleurait tous les jours, mais je n'ai pas répliqué car j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale de l'hôpital, qui m'aidait à remplir les dossiers pour obtenir des aides supplémentaires. Lorsqu'elle a ouvert mon dossier médical pour compléter les formulaires, elle est restée interdite en voyant la liste de tout ce que j'avais donné et l'âge auquel tout avait commencé. Elle n'arrêtait pas de me demander si mes parents m'avaient poussée à faire tout ça, et j'ai expliqué que Zada était malade et que, chez nous, c'était simplement devenu la norme que je donne tout ce dont elle avait besoin. L'assistante sociale a tout photocopié et m'a confié qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un donner autant de soi avant 18 ans. Elle pensait qu'il existait peut-être des aides spécifiques pour les jeunes donneurs, mais qu'elle devait se renseigner. Lors de la réunion suivante du groupe de soutien, Freya m'a demandé si j'accepterais de raconter mon histoire à tout le monde, car elle pensait que cela aiderait les autres à mieux comprendre la dynamique familiale face à la maladie. J'étais morte de trac en me levant, mais j'ai fini par raconter ce que c'était que de grandir en étant la sœur en bonne santé, celle à qui on demandait sans cesse de donner pour permettre à Zada de survivre. Quand je suis arrivée au passage sur la cérémonie de la cloche et le fait que ma famille avait préféré célébrer Zada ce jour-là, plusieurs personnes se sont mises à pleurer et une femme est venue me prendre dans ses bras. Après la réunion, une dame plus âgée, Carole, est venue se présenter et m'expliquer que sa propre famille avait fait pareil lorsque son frère avait eu un cancer. On attendait d'elle qu'elle soit la forte, celle dont on ne s'occupe jamais. Elle m'a donné son numéro, en me disant de l'appeler quand je voulais, si jamais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ce que c'est que d'être invisible dans sa propre famille. Le lendemain, maman a enfin accepté une séance de thérapie familiale, mais elle a exigé de venir avec sa propre thérapeute, qu'elle consultait depuis des années. Jonas a accepté une séance à 5, mais il m'a prévenu au téléphone que ce serait sans doute surtout un moyen pour maman de garder la main sur le récit, plutôt qu'un vrai pas en avant, et que je devais m'y préparer. La séance était prévue pour jeudi à 14h. Je suis arrivée en avance pour parler d'abord avec Jonas, mais maman et sa thérapeute étaient déjà là, dans la salle d'attente, en train de relire des notes ensemble. La thérapeute de maman, une femme âgée aux cheveux gris soigneusement attachés, hochait la tête pendant que maman lui montrait des papiers, sûrement une liste de tous mes soi-disant problèmes. Jonas est sorti, et en les voyant en aparté, son visage s'est crispé, mais il a gardé son professionnalisme et a invité tout le monde à entrer dans son bureau. La pièce semblait plus petite à 5,
et maman s'est installée sans hésiter à côté de sa thérapeute, tandis que papa s'est assis sur le canapé, visiblement mal à l'aise. La thérapeute de maman a pris la parole avant même que Jonas n'ait pu se présenter, expliquant que maman avait été traumatisée par la maladie de Zada et que certains enfants avaient du mal à saisir le stress que subissent les parents. Elle ne cessait d'employer des termes comme comportement de recherche d'attention ou incapacité à prendre du recul, tout en me fixant droit dans les yeux. Jonas a essayé de recentrer la discussion en produisant de vrais documents médicaux sur mes dons et leurs conséquences physiques, mais la thérapeute de maman a balayé tout cela, prétextant que le sacrifice physique n'excluait pas la manipulation émotionnelle. Ma mère hochait la tête en lançant que j'avais toujours eu un côté dramatique, même petite, et que je n'avais jamais digéré que Zada ait été prise à Berkeley. À ce moment-là, je me suis remise à trembler, ce que Jonas a tout de suite remarqué. Il a proposé qu'on se concentre sur l'histoire de la cloche manquée, puisque c'était ça, le vrai problème. Mais la psy de ma mère a balayé ça d'un revers de main, prétextant que tout était exagéré. Elle a même lâché le mot « performatif » pour qualifier ma demande de célébration après ma rémission du cancer. Là, Jonas s'est levé, et d'une voix posée mais catégorique, il a rappelé qu'il fallait s'en tenir aux faits concrets, pas aux interprétations, puis il a énuméré à voix haute chacun de mes dons, avec les dates et les conséquences médicales. La psy a essayé de le couper, mais il a continué, expliquant qu'une gamine de 13 ans ne pouvait pas consentir légalement à des dons médicaux d'une telle ampleur, et il a demandé pourquoi mes parents ne m'avaient jamais proposé d'aide psychologique à l'époque. Ma mère est devenue rouge pivoine, elle s'est levée d'un bond en disant qu'elle n'était pas venue pour se faire accuser, et que Jonas était manifestement de mon côté puisque, selon elle, je l'avais monté contre la famille. Sa psy l'a suivi, déclarant que ce n'était plus un espace constructif et qu'elle continuerait ailleurs le chemin de guérison de ma mère. Elles sont parties toutes les deux, me laissant tremblante sur le canapé, pendant que mon père restait là à fixer ses mains. Jonas leur a laissé le temps d'arriver à l'ascenseur puis s'est rassis et a demandé à mon père s'il voulait poursuivre. Papa a fait un signe de tête, un peu hésitant, puis il s'est installé sur la chaise vide de ma mère. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un chèque plié, les mains qui tremblaient pendant qu'il l'ouvrait sur ses genoux. Il a expliqué qu'il avait beaucoup réfléchi depuis notre déjeuner, qu'il avait fait le calcul de ce que mes soins médicaux avaient dû coûter et qu'il voulait m'aider. Le chèque était de 30 000 $. Je l'ai regardé, un peu sidéré, parce que je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup, mais aussi parce que j'avais l'impression étrange qu'il cherchait à racheter sa conscience. Jonas a alors demandé à mon père ce qu'il espérait vraiment avec cette somme, et papa a dit qu'il savait bien que ça ne réparerait rien, mais qu'au moins ça pourrait m'aider pour la suite. J'ai accepté le chèque parce que j'en avais franchement besoin avec toutes les factures qui s'accumulaient, mais je lui ai dit que l'argent ne changerait rien à ce qui était brisé entre nous. Il a acquiescé en disant qu'il comprenait, mais qu'il voulait continuer à essayer, peut-être tenter une thérapie individuelle avec Jonas si j'étais d'accord. Jonas a répondu qu'il pouvait recommander quelqu'un d'autre, car suivre plusieurs membres d'une même famille en parallèle, ça compliquait les choses, mais papa a insisté. Il avait confiance en Jonas après avoir vu la manière dont il avait géré l'échange avec la psy de maman. On a pris rendez-vous pour la semaine suivante, et il m'a serré dans ses bras avant de partir. Un vrai câlin, pas juste la petite tape dans le dos habituelle. 3 nuits plus tard, j'étais en train de réchauffer de la soupe quand quelqu'un s'est mis à tambouriner à la porte de mon appart. Par le Judas, j'ai vu Zada tituber dans le couloir, cherchant son téléphone à tâtons. Dès que j'ai ouvert, elle s'est pratiquement effondrée à l'intérieur, sentant la vodka à plein nez et en larmes, répétant que tout le monde à l'orientation de Berkeley la trouvait horrible. Elle n'arrêtait pas de dire que mon histoire circulait sur Internet, que les gens la traitaient d'égoïste, d'ingrate. Je l'ai installée sur le canapé et je suis allée préparer du café, pendant qu'elle se plaignait de l'injustice d'être jugée pour quelque chose qui était arrivé alors qu'elle était malade. Elle répétait qu'elle n'avait jamais demandé mes organes et que ce n'était pas sa faute si maman et papa m'avaient obligée à les donner. La machine à café semblait prendre une éternité et Zada devenait de plus en plus agitée, m'accusant d'avoir gâché son nouveau départ à la fac en racontant nos histoires à tout le monde. Quand je lui ai enfin tendu le café, elle l'a renversé en attrapant son téléphone pour me montrer les commentaires qu'elle recevait. Pendant que je nettoyais, elle s'est remise à pleurer, plus fort encore, disant qu'elle n'était pas une mauvaise personne et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la détestais à ce point. Je me suis assise près d'elle et je lui ai dit « Je ne te déteste pas, mais tu dois comprendre ce qui s'est réellement passé. » Je suis allée chercher dans ma chambre le dossier où je gardais tous mes papiers médicaux et les photos que Pamela avait prises pendant mes traitements. Quand Zada est tombée sur ces images de moi à 33 kilos, couverte de tubes et de bleus sur les bras à force de perfusion, son visage s'est décomposé. Elle a continué à feuilleter, découvrant les comptes rendus de ponction de moelle, les notes d'opération pour le don de rein, puis la résection du foie. Ses mains tremblaient en lisant la liste des complications et des séquelles irréversibles. Elle est tombée sur une photo prise juste après l'opération du foie, où j'étais méconnaissable, gonflée, jaunâtre, à peine les yeux ouverts. Puis elle est tombée sur le rapport de fertilité, celui qui disait que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, après ce que mon corps avait enduré. C'est là qu'elle a eu la nausée, à peine le temps d'atteindre la salle de bain.
Je lui ai tenu les cheveux pendant qu'elle sanglotait entre deux hauts le cœur. Quand elle s'est calmée, je l'ai aidée à retourner sur le canapé et elle m'a demandé pourquoi j'avais accepté tout ça, alors que ça m'avait détruite à ce point. Je lui ai simplement répondu que je l'aimais et que je voulais qu'elle vive. C'était aussi simple que ça. Elle s'est remise à pleurer, mais différemment, en disant qu'elle avait peur de devenir médecin, qu'elle ne serait jamais capable d'un tel sacrifice, et que tout le monde la comparerait à ce que j'avais fait. Elle disait qu'elle se sentait imposteur en choisissant la médecine, après avoir autant reçu des autres. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à être moi. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle reste elle-même, mais qu'elle reconnaisse ce que d'autres avaient sacrifié, et qu'elle ne le considère jamais comme acquis. Elle m'a demandé si elle pouvait rester, et je lui ai préparé le canapé. On a parlé toute la nuit, de tout ce qu'on ne s'était jamais dit, de la peur qu'elle avait ressentie pendant sa maladie, de la culpabilité qui la rongeait en découvrant ce que ça m'avait coûté. Elle a fini par avouer qu'elle s'était persuadée que mes dons n'étaient pas si graves, parce que reconnaître la réalité aurait été admettre qu'elle avait participé à la destruction de mon corps. Je lui ai expliqué qu'à l'époque, elle n'était qu'une enfant et qu'elle n'y était pour rien, mais qu'aujourd'hui, elle avait la possibilité de choisir comment avancer. Elle s'est finalement endormie sur le canapé. Je l'ai recouverte d'un plaid, puis je suis allée m'installer dans la cuisine pour regarder le soleil se lever, en me demandant si, peut-être, quelque chose venait enfin de basculer. La semaine suivante, Zada a débarqué chez nos parents pour le dîner du dimanche et a balancé qu'elle voulait qu'on fasse une vraie thérapie familiale, pas juste les petites séances pour faire plaisir à la psy de maman. Maman a aussitôt protesté, assurant qu'on n'avait pas besoin qu'un inconnu vienne nous expliquer comment être une famille, mais Zada l'a coupé net. Elle a ajouté que si on refusait, elle reporterait Berkeley d'1 an et expliquerait à tout le monde que c'était parce que sa famille était trop dysfonctionnelle pour la soutenir. Là, le visage de maman est devenu livide. L'admission à Berkeley, c'était son sujet de fierté auprès de toutes ses amies. Papa, lui, a dit qu'il trouvait que la thérapie était une bonne idée, qu'il voyait déjà Jonas en individuel. Maman avait l'air complètement trahie, mais Zada a dégainé son téléphone pour lui montrer le formulaire de report d'inscription à Berkeley, déjà commencé. Devant ça, maman a fini par céder, acceptant une séance avec Jonas, même si elle continuait de marmonner qu'on n'avait pas besoin de tout ce cinéma. Jonas nous a trouvé un créneau ce vendredi-là, et dès qu'on a été tous les 4 dans son cabinet, l'atmosphère était différente. Cette fois, on essayait vraiment de s'écouter et de trouver des solutions, au lieu de juste se disputer. Maman a tenté de ressortir son discours habituel sur le fait qu'elle avait tout fait du mieux qu'elle pouvait, mais Jonas l'a recentré sur ses propres ressentis pendant la maladie de Zada. Elle a fini par avouer qu'elle avait eu une telle peur de perdre Zada qu'elle ne me voyait même plus comme une personne à part entière, avec mes propres besoins. Elle a dit que voir Zada frôler la mort avait brisé quelque chose en elle, qu'elle ne savait plus comment faire face à ce que je traversais moi aussi. Papa, lui, a parlé de ce sentiment d'avoir échoué comme père parce qu'il n'avait pas pu sauver Zada, ni me protéger de tous ses sacrifices. Il a reconnu qu'il faisait semblant que tout allait bien parce que admettre la vérité, c'était reconnaître qu'il avait échoué avec ses 2 filles. Et là, Zada a surpris tout le monde en expliquant qu'elle s'était protégée de la culpabilité du survivant en minimisant tout ce que j'avais donné. Parce que c'était moins dur que de regarder en face le fait qu'elle était en vie grâce à mes sacrifices. Jonas s'est penché en avant sur sa chaise et a parlé d'apprendre à accueillir ses émotions, sans forcément chercher à les réparer sur le champ. Et là, maman s'est effondrée comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis le diagnostic de Zada, toutes ces années plus tôt. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux avec des mouchoirs et d'essayer de parler, mais seuls quelques mots sortaient, à peine formulés, des bribes sur le fait qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas comment être une bonne mère pour nous deux. Jonas a attendu qu'elle reprenne son souffle, puis maman m'a regardé droit dans les yeux pour me dire qu'elle était désolée d'avoir raté ma cérémonie de la cloche. Vraiment désolée, cette fois, sans la moindre excuse pour adoucir la pilule. Elle a commencé à ajouter que la fête de Zada l'avait submergée, mais Jonas l'a arrêtée d'un geste, et maman s'est interrompue, a inspiré profondément, et a juste répété qu'elle était désolée, point. Papa m'a pris la main, tandis que Zada fixait ses chaussures comme si c'était la chose la plus passionnante de la pièce. Après la séance, je suis restée un bon moment dans la voiture à essayer d'encaisser tout ça, puis j'ai envoyé un message à Pamela à propos d'une idée qui me trottait dans la tête. Organiser ma propre cérémonie de la cloche, une version à moi, entourée seulement de ceux qui avaient vraiment été là pendant mes traitements. Pamela a répondu dans la minute avec des cœurs et a proposé de m'aider à tout organiser, et en moins d'1 heure, Freya du groupe de soutien était aussi partante. Dorian m'a écrit qu'il modifierait ses horaires pour être présent, et dès le soir même, 12 personnes du groupe de soutien avaient confirmé leur venue. Le lendemain matin, maman m'a appelé pour proposer qu'on se retrouve autour d'un café, et dans le petit bistrot près de l'hôpital, elle m'a parlé de la cérémonie dont Pamela lui avait glissé un mot. Je lui ai dit que ce serait la semaine suivante, et j'ai vu son visage se décomposer quand elle a compris que je ne l'invitais pas tout de suite. Elle a commencé à demander si la famille pouvait venir, mais je l'ai interrompue pour lui expliquer que, d'abord, il devait en me prouver qu'il prenait vraiment le changement au sérieux. 3 vraies séances de thérapie familiale avec Jonas, où tout le monde s'impliquerait, et alors peut-être qu'ils auraient à leur place. J'ai vu sa mâchoire se crisper, comme chaque fois qu'elle trouve qu'on est injuste avec elle, mais elle a acquiescé en disant qu'il serait là à chaque rendez-vous.
Cette semaine-là, lors de notre première séance de suivi avec Jonas, papa a parlé de son propre père, un homme qui ne montrait jamais ses émotions et lui avait appris que pour être un bon père, il fallait juste travailler dur et ne pas exprimer ce qu'on ressent. Zada, elle, a confié la pression immense qu'elle ressentait, l'impression de devoir être parfaite parce que j'avais tant sacrifié pour elle, que chaque réussite devait être à la hauteur de mes pertes. Maman avait du mal, mais elle a finalement admis qu'elle m'avait toujours vue comme la forte, celle qui pouvait tout supporter. Du coup, quand je donnais, elle concentrait toute son inquiétude sur Zada en partant du principe que, moi, j'irais toujours bien. Jonas nous a aidés à voir à quel point ces schémas avaient dressé des barrières entre nous, et pour la première fois, on avait vraiment le sentiment de se parler, pas seulement de parler dans le vide. La deuxième séance a été plus corsée parce que Jonas a proposé qu'on s'exerce à l'écoute active. Il fallait répéter ce que l'autre venait de dire avant de répondre. Zada s'est énervée quand elle a dû vraiment m'écouter raconter la douleur physique des dons, la sensation de l'aiguille dans la moelle osseuse comme un feu qui se propage dans tout le corps, les mois de faiblesse après avoir donné un rein. Elle a fini par vomir dans la salle de bain au milieu de la séance, puis elle est revenue, pâle et tremblante. La troisième séance, c'était sur la réparation sans attendre de pardon immédiat. Chacun d'eux a dû me dire exactement ce dont il était désolé et ce qu'il ferait différemment à l'avenir. Papa, lui, a promis de me voir enfin comme une personne à part entière, pas seulement à travers les besoins de Zada. Ma mère m'a assuré qu'elle ne minimiserait plus mes difficultés et qu'elle serait présente pour les petites choses du quotidien, pas seulement lors des grands événements. Zada, en larmes tout au long de ses excuses, a reconnu qu'elle avait trop souvent tenu mes sacrifices pour acquis et m'a promis de les honorer, non plus avec de la culpabilité, mais avec de la gratitude. Le matin de la cérémonie de fin de traitement, je me suis réveillée à la fois nerveuse et impatiente. En arrivant à l'hôpital, j'ai eu la surprise de découvrir que Pamela avait orné le hall d'entrée de ruban jaune, ma couleur préférée. Ma famille m'attendait déjà, assise dans un coin, papa tenant un bouquet de tournesol, et maman un sac cadeau dans lequel j'ai trouvé, plus tard, un album photo retraçant tout mon parcours, avec des petits mots touchants du personnel soignant sur mon courage. Zada portait fièrement un t-shirt où l'on pouvait lire « Ma sœur est mon héroïne », qu'elle avait fait faire exprès pour l'occasion. Lorsque le moment est venu de sonner la cloche, j'ai avancé avec Pamela d'un côté, Freya de l'autre, entourée de mon groupe de soutien, des infirmières, de quelques patients croisés pendant la chimio. Même Jonas était là, et je l'ai vu poser la main sur l'épaule de ma mère alors qu'elle se remettait à pleurer. J'ai attrapé la corde et j'ai fait retentir la cloche. Une fois, deux fois, puis une troisième fois encore plus fort. Un son qui a résonné dans tout l'hôpital. Aussitôt, la salle a explosé en applaudissements et en cris de joie. Zada filmait tout avec son téléphone, les joues baignées de larmes. Pamela m'a serré contre elle, murmurant qu'elle était incroyablement fière de moi, et tous les autres se sont précipités pour m'embrasser, me féliciter, exactement comme je l'avais rêvé. On s'est ensuite retrouvés chez Pamela pour une petite fête qu'elle avait organisée, et ma famille est restée jusqu'au bout, participant à tout, donnant un coup de main pour servir et discutant vraiment avec les autres invités de mon parcours. Maman est restée une bonne heure à parler avec Pamela, lui posant 1000 questions sur mon traitement, les journées les plus dures, comment elle m'avait vu tenir le coup, désireuse de comprendre ce qu'elle avait laissé passer. Papa, lui, s'est proposé tout de suite pour ranger, sans qu'on le lui demande, et a dit à Dorian combien il était soulagé et reconnaissant de m'avoir su entourer de si bons médecins. Au cours de la fête, Zada a tapoté son verre pour réclamer l'attention, puis a annoncé qu'elle allait consacrer une partie de son budget pour la fac à la création d'une fondation dédiée aux donneurs frères et sœurs. Elle avait déjà déposé les statuts, souhaitait appeler l'association Fondation Macy et voulait offrir du soutien et de la reconnaissance à ceux qui, dans leur famille, choisissent de donner. Elle travaillait sur ce projet en secret depuis des semaines, à chercher des financements et la meilleure façon de structurer la fondation, et voulait absolument que je siège au conseil d'administration pour l'aider à préciser la mission. Le mois suivant, j'ai commencé le bénévolat à l'hôpital, auprès d'ados sous traitement, et Dorian m'a tout de suite intégré à l'équipe d'oncologie pédiatrique, en me confiant de vraies responsabilités. Les jeunes se sont rapidement ouverts à moi, sans doute parce que je savais exactement ce qu'ils vivaient, jusque dans les petits détails insignifiants, ce goût persistant de la chimio dans la bouche, ou cette lassitude quand on vous répète que vous êtes fort alors que vous rêvez juste d'être normal. Après ma première semaine, Dorian m'a confié que j'avais un vrai don pour écouter, pour mettre les patients en confiance. Et la chef du service est même venue me demander si je serais tentée de travailler là, à temps partiel une fois rétablie. À la maison, ma famille a instauré une tradition de dîner mensuel où chacun, tour à tour, partageait un sujet important, une difficulté pour laquelle il avait besoin de soutien et une chose pour laquelle il se sentait reconnaissant. Les premières fois, c'était un peu maladroit, mais au bout de 3 mois, c'est devenu naturel, au point que maman venait avec son carnet pour être sûre de ne rien oublier. Papa, lui, s'est mis à m'envoyer des petits messages au hasard dans la semaine, juste pour prendre de mes nouvelles ou me raconter une blague, histoire d'avoir une relation qui ne tourne pas qu'autour du repas du dimanche. Zada, de son côté, m'appelait avant chaque gros examen ou présentation à Berkeley, pas pour me demander des conseils, juste pour entendre ma voix, et elle me racontait ses études, sa coloc, le garçon qui lui plaisait, tous ces petits échanges de sœurs qu'on n'avait jamais eus auparavant.
6 mois ont passé et mon corps s'est remis bien au-delà de ce que les médecins avaient prévu. J'ai atteint 43 kilos, j'avais retrouvé des couleurs et la nouvelle équipe médicale a adapté mon traitement. Du jour au lendemain, je suis passée de 23 comprimés à seulement 12 par jour. Mes mains ne tremblaient en plus. Je pouvais prendre les escaliers sans être à bout de souffle. Papa a commencé à venir chaque mardi avec des dossiers sur des programmes de réinsertion qu'on étudiait ensemble à la cuisine, lui notant les dates et les conditions d'inscription. Il a même trouvé une formation de codage médical accessible à mon rythme, sans jamais comparer mon parcours à celui de Zada. Il m'a aidé à remplir les formulaires, m'a accompagné à l'entretien, il était là à chaque étape. La veille du premier jour de Zada à Berkeley, elle m'a appelé en pleine nuit, en pleurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te jure que je deviendrai un médecin qui pense à toute la famille, pas juste à l'enfant malade. On a pleuré ensemble, longtemps, et elle m'a confié qu'elle avait enfin compris ce que ça signifiait, après avoir lu des articles sur les donneurs frères et sœurs. Ma mère, de son côté, a commencé à m'envoyer régulièrement des articles sur les traumatismes médicaux en famille, puis elle s'est inscrite à une thérapie spécialisée avec une psychologue accompagnant les parents d'enfants malades. Ses mails sont devenus plus longs, plus profonds, et un jour, elle m'a écrit une lettre d'excuse sans la moindre justification, admettant qu'à force d'avoir eu peur de perdre Zada, elle n'avait pas vu ce qu'elle risquait de perdre avec moi. Un après-midi, Pamela m'a appelé pour m'annoncer qu'elle venait d'être promue responsable de la formation des infirmières. Elle m'a demandé d'intervenir auprès des nouvelles infirmières pour leur parler des dynamiques familiales et de la manière dont on peut soutenir les frères et sœurs donneurs. J'ai tout de suite accepté et j'ai passé des semaines à peaufiner ma présentation, à rassembler des photos, des dossiers médicaux. La première fois que j'ai pris la parole devant une salle remplie d'étudiantes infirmières, elles étaient toutes très attentives, prenaient des notes, posèrent des questions sur des détails que je n'aurais jamais imaginé importants pour quiconque. 3 mois plus tard, l'administration de l'hôpital m'a recontacté pour travailler sur de nouveaux protocoles destinés aux donneurs frères et sœurs. Ils avaient examiné mon dossier et constaté qu'aucun dispositif d'accompagnement n'existait pour des jeunes comme moi. Le comité s'est réuni chaque semaine et, ensemble, nous avons défini des critères pour des évaluations psychologiques et un accompagnement spécifique aux frères et sœurs donneurs. Ils voulaient appeler tout ça le protocole Macy. Et, en entendant ça, j'ai éclaté en larmes dans la salle de réunion. Ce programme obligerait les hôpitaux à proposer un vrai suivi psychologique, ainsi que des cérémonies pour remercier les frères et sœurs donneurs. À Thanksgiving, pour la première fois, toute ma famille a organisé le menu en fonction de mes restrictions alimentaires. Maman m'a appelé 2 semaines avant pour bien s'assurer de la liste des aliments que je pouvais manger sans risque. Zada a passé des heures à fouiller les recettes, à tester des plats adaptés à mon système digestif malmené. Elle a préparé 3 recettes de farces différentes avant d'en trouver une que je pouvais vraiment tolérer. Papa, lui, m'a fait griller du poulet nature, rien que pour moi, alors que le reste de la famille se régalait de dinde. Ils avaient même préparé un coin spécial sur le plan de travail, avec des aliments sûrs, bien étiquetés, pour que je sache exactement ce que je pouvais manger. Personne n'a fait de remarques, ni donné l'impression que c'était une contrainte pour eux. Nous nous sommes retrouvés tous ensemble autour de la table, avec Pamela, Dorian et Freya qui s'étaient joints à nous et faisaient partie de ma famille de cœur. Maman les avait invités spontanément, sans que je lui demande, et avait dressé la table pour eux comme s'ils avaient toujours été là. Zada veillait constamment à ce que je ne manque de rien, et papa est même allé jusqu'à éteindre le match de foot pour qu'on profite tous du moment. Pamela a raconté des anecdotes sur ma force pendant les traitements, des choses que mes parents n'avaient jamais entendues. Dorian a expliqué comment mon engagement bénévole commençait à faire évoluer le regard des jeunes médecins sur les familles de patients. Freya, elle, a partagé la manière dont mon histoire avait poussé d'autres survivants de notre groupe de soutien à poser leurs propres limites face à leur famille. Pendant que Pamela parlait, maman prenait des notes et posait de vraies questions sur ce que j'avais vécu. Papa était bouleversé quand Dorian a raconté ce jour où il m'avait trouvé effondrée dans mon appartement et la peur qu'il avait ressentie. Zada m'a serré la main sous la table pendant que Freya évoquait ce sentiment d'isolement que connaissent les frères et sœurs donneurs. Après le dîner, on a sorti des jeux de société et pour une fois, personne n'a parlé de Berkeley, de notes ou de réussite. On était juste là, ensemble, comme une famille où chacun comptait pour de vrai. En regardant autour de moi, entre ma famille qui, enfin, me voyait telle que j'étais, et ma famille choisie qui m'avait toujours acceptée, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus seulement la pièce de rechange, ni la fille malade qui avait survécu au cancer. J'étais reconnue pour qui j'étais, au-delà de ce que mon corps pouvait offrir. Mon histoire avait de l'importance, ma douleur comptait, ma reconstruction aussi. Ce vide qui me serrait le cœur chaque fois que je voyais les autres familles réunies, il commençait enfin à s'effacer. C'était tout ce que j'avais toujours espéré, et il aura fallu tout perdre pour enfin y avoir droit. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Ça m'a fait vraiment du bien de revivre ces moments à travers vous. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.